10 millions d'oiseaux surgissent dans un Sahel qu'on croyait immobile, et le désert semble chavirer d'un souffle qui bouscule soudain des certitudes tenaces au cœur des plaines arides. Deux chiffres s'entrechoquent, renversant les vieilles grilles. Il y a grilles d'analyse, alors que les couvoirs communautaires se multiplient sans un seul franc extérieur et redessinent discrètement les routines économiques des villages sahéliens. Mais pourquoi cela vous concerne-t-il, lorsque les mots d'Ibrahim Traoré liquent la liberté à la capacité concrète de nourrir sa propre terre au moment où les marchés troquent la dépendance contre une autonomie fragile mais réelle? Parce qu'un frémissement minuscule peut annoncer un renversement durable pour ceux qui réapprennent à compter sur eux-mêmes. Le projet posé devant le Burkina Faso ne promet ni miracle ni rupture soudaine, mais une équation précise. Si une nation maîtrise plus que sa propre subsistance, elle réduit mécaniquement la fragilité qu'il expose depuis des décennies. Au cœur de cette dynamique, l'enjeu central tient en une formule simple de 10 à 12 mots. Si sécuriser l'alimentation, c'est stabiliser l'avenir. Dans un Sahel marqué par des sécheresses répétées, chaque couvoir érigé sans financement étranger devient un levier de continuité, une manière de consolider des communautés qui ont appris à survivre dans l'imprévisible. Et pourtant, un paradoxe surgit. Plus le programme reste modeste dans ses outils, bois, filets, gestes quotidiens, plus il expose la vulnérabilité des systèmes alimentaires bâtis sur l'importation. Si le pari échoue, le pays perd surtout du temps précieux. Mais s'il réussit, il oblige à reconsidérer la hiérarchie même de la dépendance, car une stratégie fondée sur l'autonomie locale déplace silencieusement le centre de gravité économique. La bascule est arrivée plus tôt que prévu. En seulement 3 mois, plus de 600 couvoirs communautaires ont émergé dans tout le Burkina Faso, construits sans financement étranger et validant une dynamique que même les partisans les plus optimistes n'avaient pas anticipée. Ce chiffre, aligné sur un pays, 60% de la viande provenait encore des importations, révèle un déplacement réel des équilibres, un passage du manque vers une autosuffisance naissante. Derrière cette accélération inattendue se déploie un enchaînement de causes souvent invisibles. Les villages du Nord, naguère zone de repli face au conflit, deviennent progressivement des noyaux productifs où les femmes comptent les œufs, les enfants relâchent les premiers oiseaux, et les hommes réparent les filets avec une régularité presque rituelle. La télévision nationale, longtemps saturée d'images de crise, diffuse désormais des scènes de renaissance locale. Dans les marchés improvisés, la monnaie du jour n'est plus le franc, mais la confiance. La pintade s'échange contre le mille, la plume contre le travail, la proximité contre l'incertitude. Ce mouvement, inspiré et porté publiquement par Ibrahim Traoré, s'inscrit dans une logique plus profonde que le simple élevage. Il remplace la dépendance structurelle par une ingénierie du quotidien. Les œufs prennent la place des formulaires d'aide. Les sourires remplacent les rapports d'experts. La souveraineté cesse d'être une idée lointaine pour devenir un rythme mesurable, un flux d'actions précises qui circule d'un village à l'autre. Les premières analyses occidentales y ont vu du romantisme ou un symbole politique destiné à galvaniser l'opinion. Mais dans le Sahel, les symboles deviennent des outils. Chaque couvoir planté dans le sable redéfinit la notion même d'espoir, et chaque sortie d'oiseau marque une étape dans la reconquête d'une autonomie réelle. Là où le désert semblait immobile, les premières serre-poussées vertes apparaissent, fines mais persistantes, comme si la terre elle-même répondait à l'effort. Le mini-reveal se referme ici, ferme d'ici. La transformation ne s'explique pas par un miracle, mais par une méthode qui, oiseau après oiseau, redonne au pays la mémoire de sa propre capacité. Dans le nord du Burkina Faso, les premières transformations s'observent à hauteur d'homme dans ces villages qui ont longtemps porté le poids de la sécheresse et de la peur. À Dorikaya comme à Arbinda, les anciens enclos se muent en espaces vivants.
Les enfants relâchent les oiseaux avec un sérieux presque cérémoniel. Les femmes organisent les comptages d'œufs au lever du soleil. Et les hommes retapent les filets avec des matériaux recyclés qu'ils façonnent eux-mêmes. Cette orchestration quotidienne forme un premier fil reliant les foyers à une souveraineté qui, jusque-là, semblait lointaine. La trajectoire d'Amina Senou illustre cette bascule silencieuse. Mère célibataire de 28 ans, elle a commencé avec 10 pintades offertes par une coopérative locale. En un an, son élevage s'est étendu à plus de 400 oiseaux, fournissant œufs, viande et aliments séchés à plusieurs villages voisins. Plus encore que sa production, c'est sa parole qui circule. Lorsqu'elle affirme que vendre des œufs, c'est vendre la liberté, les femmes des environs y voient un modèle tangible, pas une promesse abstraite. Autour d'elle, des groupes d'agricultrices se forment, échangeant des œufs plutôt que de l'argent, propageant le modèle de cours en cours. Un second microcase apparaît à Arbanda, où un petit collectif d'artisans fabrique des cages et des outils de pesée pour répondre à la demande croissante. Leur activité n'a rien d'industriel, mais elle incarne ce que les habitants appellent ici déjà l'économie du sable. Produire peu, mais produire ensemble avec ce que l'on a. Avant que le projet ne prenne forme, les villages du Sahel vivaient encore dans un cycle fait d'attente, de rations importées et de marchés silencieux. Après le lancement, tout change. Le lever du jour ne signifie plus seulement chaleur et poussière, mais l'ouverture des premières cages, la distribution des pintades et la mise en route d'un pari qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Cette rupture avant-après constitue le point d'allumage, le trigger qui va reconfigurer les gestes quotidiens. Dans les hameaux du Nord, les familles reçoivent leurs premiers oiseaux sans cérémonie officielle, seulement accompagnés de la rumeur d'un programme attribué à Ibrahim Traoré, rumeur qui se propage plus vite que les premières volées qui montent dans le ciel chaud. Le trigger devient visible sur le terrain. Les enfants relâchent les oiseaux en riant, les femmes trient les œufs avec soin. Et les hommes renforcent les enclos en bois et en ferraille récupérés. Le Sahel, longtemps figé dans des récits de crise, laisse soudain émerger une scène inattendue où la nourriture se fabrique à domicile. Les premiers scouvoirs apparaissent autour de Dorikaya et d'Arbinda, comme s'ils avaient été poussés pendant la nuit. Aucun drapeau, aucune caméra, seulement le sable, la lumière brute et l'idée que quelque chose commence. Le pic survient lorsque les chiffres confirment ce que les habitants pressentaient. En 3 mois, plus de 600 couvoirs communautaires fonctionnent déjà, tous sans aide internationale. Le ministère de l'écologie observe une baisse de 9% de la dépendance alimentaire locale. Les pertes de bétail diminuent de 15% grâce à la réduction des insectes destructeurs. La télévision nationale diffuse les premières images d'un pays qui produit au lieu d'attendre. Les marchés reprennent vie. Les commerçants vendent graines, filets, outils de réparation plutôt que conserves importées. La monnaie locale devient la confiance. Pintade contre mille, travail contre plume, eux contre service. Même les observateurs étrangers, sceptiques au départ, notent la multiplication des coopératives et l'apparition de taches vertes sur les images satellites, preuve fragile mais réelle d'un désert qui recommence à respirer. Dans cette montée, Ibrahim Traoré apparaît rarement. Ses interventions sont brèves, presque sèches, comme son affirmation reprise partout. « Chaque œuf couvé est un prêt de moins que nous devons. » Cette phrase structure la compréhension du pic. Le pays ne gagne pas en richesse spectaculaire. Il réduit ses dettes, visibles et invisibles. Le Sahel, pour la première fois depuis longtemps, retrouve un rythme qui lui appartient. L'aftershock s'installe lentement, mais il est profond. Les migrations rurales ralentissent. Les coopératives prospèrent. Les femmes prennent une place nouvelle dans la gestion des troupeaux. Les écoles utilisent les œufs pour enseigner les mathématiques. Les sols, enrichis par les fientes de pintade, regagnent en fertilité. Des délégations venues du Niger et du Mali visitent les sites, cherchant à comprendre ce qui se joue. Dans les villages,
les chants populaires se répandent. La liberté a des ailes. L'aftershock n'est pas spectaculaire. Il s'infiltre, il transforme, il ancre l'idée que le désert peut redevenir productif, sans permission extérieure. Et, surtout, il fait naître cette conviction fragile mais tenace. Le changement durable commence quand un pays cesse d'attendre. La dynamique devient lisible dès l'ouverture. L'accès aux protéines rurales augmente de 12%, un delta mesuré sur 18 mois qui traduit un basculement concret dans la manière dont les villages structurent leurs repas quotidiens. Cette progression, pourtant modeste en apparence, a un effet immédiat. Les familles diversifient leur alimentation et les enfants reçoivent des apports réguliers auparavant impossibles. Cette hausse reflète une amélioration tangible du régime nutritionnel local. Un second indicateur clarifie l'évolution économique. Le revenu moyen des ménages agricoles progresse de 8%, un chiffre suffisamment cohérent pour être reconnu par les observateurs et suffisamment souple pour se propager d'un district à l'autre. Cette évolution ne s'explique ni par l'industrialisation, ni par un afflux de capitaux, mais par la multiplication des ventes locales d'œufs, de viande, de plumes et d'engrais organiques. Ce gain résulte directement d'un commerce de proximité redevenu viable. Enfin, le troisième signal, peut-être le plus structurant, touche à la mobilité. La migration des jeunes vers les villes recule pour la première fois depuis 10 ans, signe d'un changement profond dans les aspirations sociales. Le plan offre aux villages non pas des emplois spectaculaires, mais un rôle, une place, une utilité. Cette baisse illustre une rétention locale rendue possible par la production. Ces 3 chiffres forment un triptyque qui résume la crise inversée. Mieux manger, mieux gagner, mieux rester. Mais leur force réside autant dans ce qu'ils montrent que dans ce qu'ils entraînent. Car un changement mesuré dans la nutrition modifie l'endurance des enfants à l'école. Une amélioration des revenus renforce les petites coopératives qui, jusque-là, n'étaient que des cercles informels. La réduction des départs stabilise les communautés, qui peuvent enfin transmettre un savoir plutôt que le perdre à chaque saison sèche. Pourtant, l'analyse quantitative se double d'une autre réalité, plus organique. Les chercheurs documentent un phénomène que personne n'avait anticipé. Les fientes de pintade enrichissent les sols semi-arides, augmentant la fertilité dans des proportions qui surprennent même les techniciens les plus prudents. Ce n'est pas une révolution agricole, mais une micro-réaction en chaîne où l'amélioration des sols entraîne le retour de plantes locales capables de retenir l'humidité et de fixer la poussière. Dans le langage des ingénieurs, on parle d'un effet de réforestation diffuse. Dans celui des habitants, c'est un signe. La mécanique baseline delta s'observe aussi dans la manière dont les marchés se stabilisent. Avant le programme, les prix dépendaient des importations et de leurs aléas. Après l'installation des couvoirs, la variabilité diminue. Les villages produisent ce qu'ils consomment, réduisant l'exposition aux ruptures logistiques. Les coopératives, quant à elles, deviennent des espaces de négociation où les familles apprennent à organiser leurs stocks, à comptabiliser leurs ventes et à gérer leurs excédents. Ces données, souvent présentées comme des preuves, sont surtout des points d'appui. Elles ne racontent pas une réussite totale, mais un mouvement en cours. Elles montrent qu'un désert peut se transformer par addition de gestes simples, répétés et partagés. Elles suggèrent qu'une économie peut se reconstruire sans fracas, en redistribuant ce qui pousse, ce qui court, ce qui pond. Elles rappellent surtout que la souveraineté ne naît pas dans les discours, mais dans la cohérence des chiffres avec les vies qu'ils décrivent. Les critiques les plus structurées venues de l'étranger reposent sur 2 thèses que l'on peut examiner sérieusement avant de les confronter aux faits observables. La première soutient que le modèle promu serait trop lent. Une agriculture communautaire, fondée sur des cycles de reproduction organique, ne pourrait répondre à la demande alimentaire d'un pays soumis à une croissance démographique constante. Selon cette logique, seule une industrialisation rapide offrirait la productivité nécessaire pour sortir durablement du risque de pénurie. La lenteur, dans cette vision, devient presque un défaut moral.
l'expression d'un manque d'ambition structurelle. La seconde critique, plus technique, affirme que par absence de machines, de mécanismes de contrôle et d'infrastructures logistiques modernes, le plan reposerait trop fortement sur des symboles. Pour ses détracteurs, un programme basé sur la pintade manquerait de robustesse. Il serait trop fragile pour absorber les chocs climatiques, trop artisanal pour structurer un marché national, trop local pour prétendre influencer les équilibres régionaux. Ils y voient une utopie rurale habillée d'un discours politique, une agriculture du drapeau, plus émotionnelle que réalisable. Ces deux thèses méritent d'être considérées, mais les données présentes dans le pays offrent une réponse plus équilibrée. La lenteur, d'abord. Dans un territoire où les circuits d'importation peuvent se rompre du jour au lendemain, la capacité à produire localement devient un amortisseur stratégique. Les villages ne visent pas la productivité industrielle. Ils visent que la continuité alimentaire. Et les trois indicateurs mesurés, hausse de 12% de l'accès aux protéines, progression de 8% des revenus, recul inédit de la migration, montrent qu'un modèle organique peut maintenir une stabilité que les chaînes logistiques extérieures n'assurent plus toujours. Quant à l'argument de fragilité, il s'atténue lorsqu'on observe la réelle réplication du modèle. Plus de 600 couvoirs fonctionnent sans aide internationale, et les sols regagnent en fertilité grâce aux fientes de pintade. Rien de spectaculaire, mais suffisamment cohérent pour démontrer qu'une agriculture légère peut devenir une infrastructure sociale. La réplique Stillman tient alors en une phrase. La force d'un système ne réside pas dans sa puissance initiale, mais dans sa capacité à se reproduire. Un basculement silencieux commence. Au milieu du programme, les observateurs, locaux comme étrangers, réalisent que la dynamique n'est plus un simple projet d'élevage, mais un phénomène qui se propage de village en village, sans directive centrale ni financement extérieur. Dans les plaines du Nord, les premiers signes deviennent impossibles à ignorer. Des taches vertes apparaissent sur les images satellites, fines mais régulières, comme si la Terre répondait elle-même à l'effort collectif. À Doricaya et Arbinda, le sable autrefois muet broisse désormais d'oiseaux, et ce son monotone devient un marqueur d'autonomie naissante. L'inflexion s'accentue lorsque la phrase d'Ibrahim Traoré « Oh, si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer » circule dans les radios rurales. Ce n'est plus un slogan, c'est un mode d'emploi qui structure l'imaginaire quotidien. Les femmes qui gèrent les troupeaux, les artisans qui fabriquent filets et cages, les jeunes qui cessent de partir vers les villes reconnaissent la même chose. L'autonomie n'est pas un discours, mais une pratique répétée. La révélation du midpoint tient finalement en une idée simple. Le plan n'avance plus grâce à l'État, mais grâce au pays. Les effets du programme se déploient dans 4 sphères distinctes, chacune suivant sa propre logique, mais toutes reliées par un même fil. La capacité retrouvée de maîtriser la subsistance. Cette articulation progressive forme un ensemble cohérent où les transformations ne sont jamais spectaculaires, mais toujours tangibles. 1. Niveau national, NN. À l'échelle du pays, la dépendance alimentaire recule de 9% selon les données du ministère de l'écologie. Les importations de volailles diminuent, les coopératives rurales multiplient les ventes locales. Et la balance agricole affiche pour la première fois depuis longtemps une tendance positive. Les recettes restent modestes, mais l'essentiel est ailleurs. La valeur ajoutée demeure sur le territoire. Dans les discours sobres d'Ibrahim Traoré, cette recomposition représente un tournant politique. L'idée de souveraineté cesse d'être un objectif abstrait. Elle devient un bilan, mesurable et reproductible. 2. Niveau Doan Niep, Kinte Diafung, DN. Les petits entrepreneurs voient apparaître une nouvelle économie faite de matériaux recyclés, d'ateliers métalliques et de circuits courts. À Ouagadougou, les ateliers de ferronnerie tournent jour et nuit pour répondre à la demande en cage et en filet. Dans les villages, une économie parallèle prend forme.
Les artisans conçoivent des outils de pesée, des dispositifs d'aération, des structures modulaires pour améliorer les couvoirs. Les universités techniques lancent des programmes d'innovation frugale pour optimiser ces installations de manière locale. Cette industrie légère reflète l'esprit du plan. Produire peu, mais produire ensemble, sans dépendance extérieure. 3. Niveau de Song, Xahoy, NED. Dans les écoles rurales, l'élevage devient un outil pédagogique. Les enfants comptent les œufs pour apprendre les chiffres, travaillent sur les cycles de reproduction et se familiarisent avec la gestion collective. Les médecins constatent une amélioration de la nutrition. Moins de carences, plus de vitalité. Les femmes, premières gestionnaires des troupeaux, gagnent en autonomie et voient leur parole élargie. Celles qui nourrissent deviennent celles que l'on écoute. Les migrations rurales se stabilisent pour la première fois depuis 10 ans. Une nouvelle identité apparaît, non plus héritée, mais construite au quotidien. 4. Niveau Kouvuk, Opta-Kwokté, Kivé, le Niger, le Mali et le Tchad envoient des délégations pour observer ce qu'ils appellent déjà le modèle burkinabé. Un rapport conjoint de la CEDEAO qualifie le programme de laboratoire africain de résilience locale. Des manuels d'élevage communautaire sont traduits en arabe et en haoussa pour faciliter la réplication. Ce qui était une expérience nationale devient un symbole régional. Dans les médias étrangers, on parle de Green Rebellion, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, on le décrit plus simplement comme un réveil. Les 12 prochains mois s'ouvrent sur 3 trajectoires possibles, chacune portée par les dynamiques déjà observées, mais dépendantes des conditions climatiques, de la coordination locale et de la capacité des villages à maintenir le rythme actuel. Ces scénarios ne prétendent donc pas prédire l'avenir. Ils offrent plutôt des cadres d'interprétation pour comprendre ce qui pourrait se jouer dans un Sahel où chaque variation, même minime, diffuse des effets en chaîne. Scénario 1. Base. Continuité maîtrisée. Dans l'hypothèse la plus probable, les coopératives consolident leurs acquis. Les couvoirs restent fonctionnels. La production d'œufs continue de circuler entre les villages et la baisse des migrations se stabilise. L'accès aux protéines progresse encore légèrement, soutenu par l'entretien régulier des enclos et l'apprentissage collectif déjà mis en place. Les revenus, sans bons spectaculaires, maintiennent une courbe ascendante qui suffit à entretenir la confiance des familles dans le modèle. Les sols, enrichis par les fientes de pintade, poursuivent leur amélioration progressive. Dans ce scénario, le pays avance par accumulation de petites victoires. Scénario 2. Optimiste. Expansion régionale. Si les conditions s'alignent, pluie modérée, continuité des coopératives, renforcement des réseaux d'échange, la dynamique actuelle pourrait essaimer au-delà des frontières. Le Niger, le Mali et le Tchad, déjà intéressés, multiplieraient les visites techniques et adopteraient les méthodes les plus simples du modèle burkinabé. La CEDEAO pourrait formaliser des programmes de réplication communautaire, favorisant une zone sahélienne partiellement synchronisée autour de la même logique. Produire local, redistribuer local, apprendre ensemble. Les universités renforceraient leur programme d'innovation frugale et les ateliers locaux gagneraient en capacité. Ce scénario fait du Burkina Faso un pionnier régional de souveraineté alimentaire. Scénario 3. Worst case. Fragilité climatique et tensions logistiques. Une saison sèche extrême ou une rupture dans la coordination locale pourrait perturber la mécanique encore jeune. Certains couvoirs manqueraient d'entretien, des troupeaux reculeraient et la pression sur les familles augmenterait. Les migrations reprendraient légèrement, les marchés perdraient une partie de leur stabilité et les coopératives les moins solides s'essouffleraient. Dans cette hypothèse, le modèle ne disparaît pas. Il se met en veille. La mémoire du système demeure, prête à repartir dès que les conditions s'y prêtent. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation émerge. Pensez en termes de résilience plutôt qu'en termes de certitude. À ce stade du récit, l'histoire du programme dépasse les chiffres
et rejoint quelque chose de plus intime, la manière dont il résonne dans la vie des personnes qui le découvrent, même à distance. 3 types de spectateurs, souvent distincts, trouvent dans ce mouvement sahélien un miroir de leurs propres préoccupations, et chacun y reconnaît une part de ce qu'il cherche: stabilité, sens ou continuité. Groupe A. Ceux qui vivent l'incertitude alimentaire. Pour les familles ou communautés confrontées à la précarité quotidienne, le modèle burkinabé joue comme un rappel. L'autonomie ne naît pas d'un investissement massif, mais d'un geste reproductible. La simplicité de l'idée, nourrir ses terres pour être nourri en retour, devient une piste de réflexion concrète. Dans les pays exposés aux ruptures logistiques, ce type de solution résonne comme une alternative possible, à échelle humaine. Groupe B. Ceux qui cherchent un modèle de transition. Pour les personnes engagées dans la transition écologique, l'histoire du Sahel offre un exemple inattendu. Une politique publique construite autour d'un micro-organisme social plutôt qu'une technologie importée. Ici, la résilience ne repose ni sur la vitesse, ni sur la puissance, mais sur la continuité et la coopération. Ce récit invite à reconsidérer la place du low-tech comme moteur de transformation durable. Groupe C. Ceux qui regardent le monde en quête de sens. Certains y voient peut-être une fable moderne sur la dignité retrouvée. Les gestes simples, échanger des œufs, réparer des filets, compter des pintades, portent un message universel. Dans un environnement instable, la cohérence de l'action collective redonne un cadre à l'existence. L'histoire devient alors un espace de projection, un rappel qu'un changement profond peut naître d'un effort minuscule répété. La 3e année du programme marque un tournant. Le pays ne se contente plus d'un élan spontané, il adopte une organisation rigoureuse qui transforme l'expérience en méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en 5 étapes se généralise, permettant à chaque district de reproduire le modèle sans aide extérieure. Cette architecture opérationnelle structure la souveraineté non comme un idéal, mais comme une pratique quotidienne. 1. Identification locale. Qui, quand, critères. Chaque commune sélectionne 10 familles prêtes à accueillir le premier couvoir communautaire. La sélection se fait au début de chaque cycle semestriel. L'indicateur principal était la confiance interne, non la richesse. 2. Formation et transmission. Qui, quoi, mesure. Les vétérinaires ruraux forment les éleveurs au cycle de reproduction, à l'hygiène et à la gestion collective. La qualité de la transmission se mesure par la tenue de registres simples, accessibles à tous. 3. Production et suivi. Qui, action, mesure. Chaque famille démarre avec 10 oiseaux. Le ratio optimal observé est d'une centaine d'œufs par an. Les inspecteurs communautaires assurent un suivi non punitif, mesurant écart et ajustement. 4. Redistribution et croissance. Qui, logique, mesure. Une partie des nouveaux œufs est redistribuée aux familles voisines. L'expansion organique se mesure par le nombre de foyers intégrés au cycle, œufs prêtés. 5. Évaluation et adaptation. Qui, fréquence, mesure. Tous les 6 mois, les coopératives envoient leurs données. Mortalité, fécondité, vente locale. Elles alimentent une base nationale qui oriente les décisions publiques. Cette mécanique en 5 points transforme l'autonomie en infrastructure invisible. Elle inscrit l'idée centrale du programme. La souveraineté se construit par répétition, pas par exception. À la tombée du jour, lorsque les pintades d'Amina Sénou regagnent leurs enclos de fortune, un calme particulier enveloppe les villages du Sahel. Ce ne sont plus seulement des oiseaux, ce sont les mêmes silhouettes qui 1 an plus tôt avaient inauguré l'expérience, celles qui rappellent à chaque famille d'où est parti le mouvement.
Les filets qu'Amina réparait au lever du soleil continuent de tendre leurs lignes fragiles entre effort et espérance, comme un rappel que la souveraineté n'a jamais été un geste spectaculaire, mais une addition de gestes minuscules, répétés avec constance. Dans ces instants suspendus, l'action menée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré retrouve son sens premier: redonner à chacun la capacité de compter sur lui-même. Les rires des enfants, que le vent porte vers les dunes, semblent répondre à cette intuition. Les anciens disent que chaque plume tombée dans le sable est une graine de foi. Et, à écouter le silence revenu, on comprend qu'ils n'exagèrent pas, parce qu'au-delà des chiffres, il reste une vérité simple. La dignité a des ailes. Au terme de ce parcours, l'histoire du Burkina Faso devient plus qu'un récit agricole. Elle agit comme un miroir social, une invitation à regarder autrement la manière dont les communautés construisent leur autonomie, geste après geste, sans bruit et sans triomphalisme. Dans le Sahel, ce sont parfois les mouvements les plus discrets, un œuf échangé, un enclos réparé, une pintade relâchée, qui redéfinissent la place des individus dans leur propre avenir. Chaque action minuscule compose un langage commun, celui d'une société qui réapprend à avancer par elle-même. Pour le spectateur, ce récit n'est pas une distance, il devient un terrain de réflexion. Il rappelle que la résilience n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne fondée sur la coopération et la patience. Et il montre qu'un changement durable commence, souvent là où personne ne regarde encore.